Alors, bienvenue à la rencontre organisationnelle en dépendance et en itinérance que l'ESCODI met en place, mais qui est notre rencontre à nous tous. Bon, je vais l'avoir. Voilà! Le plan de la rencontre aujourd'hui, tout d'abord, je vais présenter mes co-animatrices qui sont avec moi aujourd'hui. Je vais faire une brève présentation de l'ESCODI pour les personnes qui sont à à leur première rencontre avec nous. Puis, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'avoir un échange entre pairs sur la sécurité dans les établissements de santé et de services sociaux. Puis, on a la chance d'avoir l'équipe des Laurentides avec nous, que je vais vous présenter sous peu pour venir présenter un état des lieux de qu'est-ce qui se passe dans leur coin du Québec à eux. Donc, si vous me permettez, je peux dire un gros bonjour à Annie Brouillette qui est avec nous. Annie Brouillette a la gentillesse d'avoir accepté de nous accompagner pour les prochaines rencontres qu'on va avoir ensemble. Annie est éthicienne et consultante externe pour l'ESCODI. Donc, bonjour Annie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis il y a ma Bonjour, collègue, merci de m'avoir. il y a ma collègue également, Dr. Marie-Ève Goyer, qui est la directrice scientifique de l'ESCODI, qui devrait arriver d'une minute à l'autre pour se joindre à nous pour la discussion d'aujourd'hui. Et comme je vous disais, ben, on a des collègues des Laurentides qui sont avec nous. Donc, il y a Audrey Larocque, qui est coordonnatrice des services psychosociaux généraux et des dossiers transversaux, dont l'itinérance. Bonjour Audrey. Enchantée, enchantée. Et Héloïse Lamontagne, qui est APPR, représentante régionale en itinérance pour les Laurentides. Bonjour Héloïse. Bonjour. Et bonjour à vous tous qui est autour de l'écran aujourd'hui. Donc, pour commencer, je voulais juste qu'on prenne un moment parce que l'ESCODI milite pour la justice sociale et reconnaît les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Donc, on vous invite de reconnaître les territoires non cédés que vous occupez et ceux du reste du territoire du Canada pour en apprendre plus sur les premiers peuples, qui est important de s'assurer de bien saisir. Regardez, mon ordinateur est à la vitesse très douce. Donc, voilà. Mandat des rencontres, ben, l'objectif, c'est d'avoir un espace de discussion organisationnelle sans jugement qui regroupe des membres des équipes qui organisent l'offre de services, les trajectoires et l'implantation des meilleures pratiques en dépendance et en itinérance dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec et de permettre bien évidemment le transfert d'informations, d'échanges et de concertation entre les pairs des quatre coins du Québec. Donc, le public cible, c'est vous qui êtes à l'écran avec nous et on vous invite, si jamais par la suite vous avez d'autres personnes qui voulaient qu'ils se joignent à nos discussions, de leur partager, de leur transférer les entrées d'agenda. Ils sont sont les bienvenus et de nous aviser pour qu'on les ajoute au groupe. À chaque rencontre, on vous invite, si ça vous dit, de déposer dans le chat avec quoi vous arrivez. C'est rare qu'on prenne ce moment-là, surtout nous qui ont des chapeaux de gestionnaires, d'APPR, qui roulent sur les dossiers pour assurer des trajectoires fluides. Donc, si vous le désirez, je vous invite dans le chat à nous écrire vous arrivez comment, fatigué, en forme, de bonne humeur, pour qu'on sache un peu dans quel état vous arrivez pour la rencontre. Donc, je vous souhaite la bienvenue à vous tous et j'espère que ce moment-là va vous permettre de pouvoir réfléchir avec des pairs et trouver des solutions pour des enjeux. Allô, Marie-Ève qui vient d'arriver. Donc, pour ceux qui c'est leur première rencontre, je vais faire ça rapidement. L'ESCODI, on a un mandat provincial qui a été remis par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2020 pour venir en soutien tant organisationnel que clinique à l'ensemble des professionnels cliniciens qui œuvrent auprès de personnes qui vivent des enjeux de situation d'itinérance ou qui ont des enjeux de dépendance aux substances psychoactives. Donc, l'ESCODI fonctionne bien. On a un beau site web, je vous invite à aller le visiter, dépendanceitinérance.ca. Il y a plein de ressources, d'outils pour vous qui sont disponibles. Et on produit diverses activités, là, journée annuelle, on élabore des guides, des outils et on offre des espaces de concertation comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir, entre pairs, se soutenir, s'entraider et faire en sorte qu'on ne se cogne pas les pieds au même endroit, mais qu'on puisse soutenir nos collègues quand ils vivent des enjeux pour apporter du soutien puis démontrer un peu qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos régions selon vos situations particulières. Aujourd'hui, je voulais vous partager, puis la présentation va vous être envoyée par la suite. J'ai fait une petite sélection d'outils organisationnels de l'ESCODI
qui peut venir en aide à vos équipes, donc à vous et à vos équipes. Donc, on va vous le partager suite à la rencontre, cette présentation-là, vous allez pouvoir avoir accès. Donc, dernièrement, on a sorti les fiches substances psychoactives et leurs classes. Donc, on vous invite à aller visiter sur notre site web. Il y a vraiment des belles clés d'intervention pour des situations d'intoxication ou de sevrage pour vos équipes, quoi faire, comment réagir selon les substances. Donc, je vous invite à aller les chercher. Puis, il y a l'accès direct aussi. Petit rappel, il y a certaines régions qui n'ont pas répondu encore à notre demande de validation de services qu'on va mettre, qui est déjà comme disponible. Là, si vous tapez accès direct dans l'outil de recherche de notre site qui est dépendanceitinérance.ca. L'accès direct, l'objectif était de mettre des ressources où nos partenaires du réseau, donc la police, les organismes communautaires, ou même nous qui travaillons dans le réseau, de pouvoir référer rapidement une personne en situation d'itinérance ou une personne qui a des enjeux de dépendance à des services qui ne demandent pas un référencement d'un professionnel de la santé. Donc, il y a certaines régions qui ne nous ont pas encore répondu. Donc, je vous invite à nous répondre le plus rapidement pour qu'on puisse valider les ressources qu'on a présélectionnées de vos régions, car on lance cet outil dans notre bulletin d'info qui sera, je crois, le 25 mars prochain. Le prochain bulletin d'info part le 25 mars. Donc, on a besoin de vos réponses pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de pouvoir nous répondre. Donc, je vous envoie après la rencontre la présentation PowerPoint. Vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces outils-là qui sont disponibles pour vous. Je vous invite à scanner ou à prendre dans le chat immédiatement le code QR ou le lien pour que vous puissiez, en cours de route de la rencontre, avant de nous quitter, répondre au petit sondage. C'est important que vous preniez, c'est vraiment pas long à répondre, mais c'est ce qui nous nourrit pour pouvoir préparer ces rencontres-là, puis répondre à vos besoins pour que vous sentiez que cet espace-là est le vôtre et qu'on puisse discuter des sujets que vous souhaitez. Donc, je vous invite vraiment fortement à scanner le code QR avec votre téléphone à l'écran ou d'ouvrir le lien qui est dans le chat en ce moment, que Marie-Josée a dû mettre dans le chat. Donc, voilà ce que j'avais, moi, de mon côté, à vous présenter pour mettre la table avant qu'on se lance sur une discussion en lien avec la sécurité dans les établissements de santé et les services sociaux. Ce thème-là est venu parce qu'à l'Escodie, on a eu plusieurs demandes de différents partenaires qui vous êtes peut-être là en ce moment, aujourd'hui avec nous, qui ont vécu des enjeux d'utilisation des espaces dans les établissements de santé et de services sociaux pour autres que des besoins de rendez-vous pour lesquels on occupe ces espaces. On a essayé d'accompagner différentes équipes, puis étant donné que le sujet revenait beaucoup, on s'est dit que ça serait peut-être bien qu'on puisse avoir un échange dans notre groupe organisationnel pour pouvoir discuter sur ça. Et l'équipe des Laurentides a levé la main quand on les a contactés parce que ont été dans ces équipes-là qui nous avaient contactés. Donc, on leur a demandé s'ils voulaient venir faire un petit topo de 10 minutes. Donc, on a la chance, comme je vous ai présenté en début de rencontre, d'avoir Audrey Larocque et Héloïse Lamontagne avec nous pour nous faire un topo état de situation sur la sécurité des établissements de santé et de services sociaux dans leur coin à eux des Laurentides. Puis par la suite, ben, on s'est dit, ils vont déposer ça, puis ça va allumer les passions et on va pouvoir discuter entre nous par la suite pour pouvoir réfléchir à l'utilisation des espaces de notre réseau de santé et de services sociaux. Donc, je vais laisser Audrey et Héloïse prendre la suite. Et si jamais je ne vais pas assez vite ou trop vite en partage d'écran, avisez-moi, ça va me faire plaisir là, de reculer ou d'avancer avec vous. Bien sûr. Donc, on peut déjà changer la diapositive. Donc, au niveau du portrait de la situation qui est arrivée dans les Laurentides à l'automne 2025, en fait, les températures froides sont arrivées beaucoup plus tôt dans la région des Laurentides cette année que les années précédentes. En fait, à ce moment-là, au début dans le milieu de l'automne, il y avait très peu ou aucune halte chaleur qui était déjà ouverte à ce moment-là. On a aussi remarqué que depuis le début de l'automne et même peut-être au niveau de l'été, il y avait une plus grande tolérance qu'à l'habitude de la part des agents de sécurité concernant la présence des personnes en situation d'itinérance dans les salles d'attente des Laurentides. On a constaté donc avec le froid qui est arrivé plus
plutôt une augmentation des personnes en situation d'itinérance qui fréquentaient nos centres hospitaliers, notamment à Saint-Jérôme. Qu'est-ce qui était un peu différent des années passées, c'est qu'en plus que les personnes erraient dans les salles d'attente, les personnes aussi ont été dans d'autres secteurs du centre hospitalier, dont les unités de soins, les sous-sols, ils prenaient du matériel, ils se nourrissaient à même les cabarets. Donc, c'est un phénomène qui est un petit peu différent des années passées. Comme vous pouvez le voir à votre droite, on a fait la une quand même de certains médias concernant des enjeux de sécurité au niveau du personnel parce qu'il y avait eu certains incidents ou accidents qui étaient survenus dans nos installations. Donc, on peut déjà passer à la prochaine. Donc, pour pouvoir, suite, dans le fond, à la situation, aux demandes médias, nous avons fait un diagnostic organisationnel. Donc, on a fait des observations au niveau des centres hospitaliers, des haltes chaleur. On est allé questionner nos personnes en situation d'itinérance sur pourquoi ils venaient aux urgences, pourquoi ils n'utilisaient pas les ressources dans la communauté. On a fait aussi un état de situation. On s'est rendu compte là, que parmi nos 7 RLS, il y avait 2 centres hospitaliers principalement concernés qui étaient Sainte-Agathe et Saint-Jérôme. Mais le principal enjeu, il était vraiment dans l'urgence de Saint-Jérôme. Donc, on a recommandé, là, on a émis des recommandations aux services de sécurité puis aux autres directions concernées. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a déployé le comité d'intervention en mesure d'urgence psychosociale. Donc, pendant 10 jours consécutifs dans les heures défavorables pour aller soutenir les agents de sécurité puis aussi accompagner les personnes qui étaient présentes dans nos établissements. On a aussi eu le recours là, du soutien clinique du programme Espoir. On a ajouté du reaching out. On a aussi fait un code de conduite. Il y avait aussi tous des billets d'autobus qui étaient disponibles. On a fait des références personnalisées. On a beaucoup soutenu les agents de sécurité. Et on a aussi fait beaucoup de rencontres, autant que les services de police et les organismes communautaires du territoire. Audrey, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi votre programme Espoir pour ceux qui connaissent pas? Oui, c'est vrai. Notre programme Espoir, je m'excuse, c'est notre équipe, nous, en itinérance, donc des infirmières, médecins, travailleurs sociaux là, qui travaillent là, en itinérance là, dans la rue, dans les organismes communautaires. Je m'excuse. Donc, au niveau des enjeux, en fait, suite à notre analyse, suite à nos observations, suite à nos travaux, il y avait plusieurs enjeux de sécurité qui ont été constatés. On a été capable de les décliner en 3 grandes catégories. Donc, tout ce qui est la sécurité du personnel, la sécurité des usagers au centre hospitalier, donc tout ce qui est la cohabitation. On a aussi relevé là, des éléments au niveau de la sécurité des personnes en situation d'itinérance. Donc, aujourd'hui, on vous a quand même mis là, 3 diapositives là, qui vous expliquent, là, qui vous identifient là, plusieurs enjeux de sécurité qui ont été soulevés. Donc, au niveau de la sécurité du personnel, on ne passera pas à travers vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on trouvait ça vraiment important quand même de vous les partager pour que vous puissiez aller voir la présentation par la suite là, pour pouvoir les consulter. Mais au niveau de la sécurité du personnel, c'était vraiment qu'il y a eu des incidents, des accidents, même des agressions envers le personnel. Donc, ça a eu un impact sur leur sentiment de sécurité au travail. Donc, c'était vraiment la majeure au niveau de la sécurité du personnel. Si on passe à la sécurité des usagers, oui, au niveau de la sécurité des usagers au centre hospitalier, mais c'est vraiment la cohabitation, donc les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent les salles d'urgence avec des personnes, par exemple une maman avec son bébé, une personne âgée qui va aller chercher des soins. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des enjeux de cohabitation, il y en a qui se sentaient pas toujours à l'aise et tout ça. Un des éléments qui a été soulevé, là, qui est important de vous mentionner, il y avait eu beaucoup de sollicitations auprès des usagers, des demandes répétées, des approches intrusives pouvant causer des fois des inconforts. Il y a eu quelques plaintes d'usagers par rapport à cette situation-là. Si on va à la sécurité des personnes en situation d'itinérance, il y a plusieurs éléments là, qu'on a ajoutés à notre diapositive que vous allez pouvoir consulter. Là. Mais un des éléments qu'on a relevé qui nous a très surpris dans nos constats, là, c'est vraiment au niveau de la sécurité des personnes en situation d'itinérance. Après, il y avait beaucoup de personnes qui allaient dans les poubelles, qui prenaient des cabarets là, déjà utilisés pour pouvoir se nourrir. Donc, un enjeu de sécurité là qui avait été ressorti là, quand même important.
On peut passer. Donc, en plus de toutes les actions là, qu'on a mis très rapidement en place, on a aussi mis en place là, une cellule de crise et un comité de travail interdirection. Donc, au niveau du comité de travail interdirection, il était composé là, de la direction santé mentale, dépendance, services psychosociaux généraux. Il y avait toutes les directions des soins professionnels. Il y avait aussi la direction des soins infirmiers, sécurité, les communications, les ressources humaines, etc. On était vraiment beaucoup dans ce comité-là. Donc, on a élaboré un plan d'action. Suite à ce plan d'action-là, il y a plusieurs actions qui en ont découlé, dont on a créé un aide-mémoire pour accueillir les personnes en situation d'itinérance. Donc, comment qu'on accueille les personnes en situation d'itinérance dans nos installations. Il y a aussi un code de conduite aussi qui a été élaboré. C'est un code de conduite pour tous les usagers. C'est pas spécifique aux personnes en situation d'itinérance. Il y a aussi plusieurs présentations au niveau des équipes qui ont été faites dans différents RLS, dans différents secteurs d'activité, pour pouvoir sensibiliser, puis aussi pour pouvoir aussi à la réalité des personnes en situation d'itinérance, mais aussi de regarder avec les employés, de ne pas accepter tous les comportements inacceptables. On a fait des textes ou des notes de service qui ont paru dans l'infolette et dans l'infogestion pour sensibiliser les gestionnaires et les employés. Il y a aussi eu une réorganisation du service de sécurité, donc on a ajouté des effectifs au niveau de la sécurité, puis on a aussi revu le positionnement des agents de sécurité au niveau des salles d'urgence qui a vraiment aidé. Et par la suite aussi, on trouvait ça vraiment important là, de vous dire qu'en amont de toutes les actions qu'on avait faites, on avait aussi distribué des sacs de mesures hivernales aux services de sécurité. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. Les items ils ont déjà été choisis, qui ont été choisis par les personnes en situation d'itinérance et aussi les agents de sécurité avaient déjà accès à des titres de transport. Donc, je laisserai peut-être la parole à Héloïse pour la prochaine. Alors, moi, je vais vous présenter les prochaines diapos là, sur l'accueil, les comportements attendus et puis les constats là, qu'on a fait suite à la mise en place des actions. Avec le personnel, on a mis l'accent sur l'importance d'accueillir les personnes. Donc, oui, accueillir toujours, mais avec certaines limites quand même. Lors des discussions avec les équipes de travail et la sécurité, on a mis l'accent sur l'importance d'aviser avec bienveillance que l'installation où ils se trouvaient n'était pas une halte climatique et que les partenaires de la région offraient une variété de services adaptés à leurs besoins. Pour les soutenir là, dans cette intervention-là, on a mis à leur disposition une liste là, des hébergements et des centres de jour en itinérance et un dépliant sur les mesures hivernales, les mesures d'urgence en période hivernale, qui est un document qui est destiné aux personnes en situation d'itinérance. Qui a une littératie qui est quand même simplifiée avec des pictogrammes. Et ces deux documents-là, ils sont disponibles en ligne là, très facilement. Donc, ça permettait aux équipes de remettre les documents à la personne pour qu'ils puissent au moins être, et au personnel aussi, d'avoir l'information sur les services qui sont offerts dans la région. Lors de l'accueil aussi, de référer vers les accueils psychosociaux et l'info sociale. Dans les travaux, on a mis l'accent sur l'importance d'avoir une attitude calme et rassurante et de toujours encourager les comportements respectueux et remercier et souligner le respect des règles. Dans la prochaine diapo, celle-ci exactement. Donc, tout en privilégiant un discours qui encourage les personnes à utiliser les ressources appropriées dans la communauté, tout de même, on accueille toute personne là, qui demande de l'aide, qui pose des questions, qui cherche un espace sécuritaire. Les personnes qui sont respectueuses des conduites et des comportements attendus, même si elles ont beaucoup d'objets ou de matériel avec elles. Aussi, lorsque les personnes se présentaient de façon régulière, il y avait un arrimage entre les services qui était fait. Alors, le comité de travail donc, qui réunissait plusieurs directions, là, donc, on travaillait sur un document, un code de conduite où il est précisé les comportements qui sont attendus et les règles à respecter. Ben, là, vous voyez dans la diapo, je pense qu'avec le temps qu'on a, je vais pas passer à travers tout ça, mais quand même, ça permettait d'avoir un outil aux équipes là, pour, vous savez, cette affiche a été distribuée partout dans les installations et bien visible pour tous.
Et ça permettait de baliser les interventions puis d'avoir un appui là, aux intervenants. Alors, sur la fiche, il y a un code QR qui mène directement là, à la liste des hébergements et centres de jour en itinérance dans les Laurentides et au dépliant. Puis il fait mention, là, évidemment, que pour avoir du soutien en tout temps, là, ils peuvent composer le 811, l'option 2. Par exemple, si ben, vous pouvez revenir en arrière sur la diapo, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, si une personne souhaite, malgré tout ça, là, la personne ne souhaite pas aller vers une autre ressource, qu'elle respecte le code de conduite et les comportements attendus, elle va pouvoir rester dans la salle d'attente. Puis là, c'est important aussi de mentionner que ce code de conduite il a été fait pour tous les usagers et non pas seulement applicable pour les personnes en situation d'itinérance. À la prochaine diapo. Donc, on voulait vous parler des retombées actuelles là, des différentes actions qu'on a posées. Il y a certainement eu une période d'adaptation, là, d'ajustement là, des équipes et du service de sécurité. Par exemple, malheureusement, il y a eu, par exemple, des expulsions qui étaient demandées à la sécurité, même s'il n'y avait pas d'enjeu de comportement. Il y a pu avoir aussi, à certains moments, des ambiguïtés quant à la quantité d'effets personnels tolérés ou même une demande qui était faite que la personne puisse laisser à l'extérieur ses effets personnels. Aussi, dans l'adaptation, là, il y a eu parfois des expulsions qui ont été souhaitées, même si la personne nécessitait... pardon, il y avait eu des demandes d'expulsion qui ont été demandées lorsque la personne ne demandait pas de soins médicaux urgents. Donc, on a quand même pu voir aussi la grande vulnérabilité de ces personnes-là en situation d'itinérance dans les périodes de grand froid. On a réalisé qu'il y avait une absence de ressources à certains moments dans la journée, par exemple de 15 heures à 23 heures. Fait qu'il y a pu avoir des ajustements de fait. On a pu aussi constater dans l'adaptation de tous, là, voir la stigmatisation qui était quand même élevée chez envers les personnes en situation d'itinérance, mais en même temps, on s'est questionné sur le fait que, dans le fond, qui est vraiment, comment identifier correctement une personne en situation d'itinérance, elles ont mille et un visages et parfois, c'est pas toujours visible, c'est pas toujours évident. Toutefois, à la suite de tout ça, ce qu'on a observé actuellement, là, c'est qu'il y a une baisse significative là, de la présence des personnes en situation d'itinérance dans nos urgences hospitalières. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est une augmentation du sentiment de sécurité là, chez le personnel et chez les usagers. Alors, pour la diapo de la fin, peut-être je pourrais laisser Audrey là, finaliser la présentation. Oui, bien sûr. En fait, on s'est dit que ça serait intéressant là, qu'on vous pose une question. Donc, comment conciliez-vous dans vos milieux les impératifs de sécurité avec l'accueil, le respect, la dignité des personnes en situation d'itinérance qui utilisent vos installations publiques? Donc, je pense que ça peut être une belle question là, pour pouvoir discuter du sujet de la sécurité. Merci beaucoup, Audrey et Héloïse, d'avoir fait cette présentation sprint pour nous. J'ai arrêté le partage, donc je vous invite toutes et tous à ouvrir vos caméras, à lever la main pour pouvoir échanger avec nous, pouvoir réfléchir. Puis quand vous prenez parole, juste présenter, dire vous êtes dans quel coin du Québec, puis c'est quoi le chapeau que vous portez aujourd'hui quand vous venez prendre parole. Ça va nous aider à comprendre la direction, l'angle d'analyse que vous avez. Mais peut-être avant de donner la parole à, je ne sais pas c'est quoi le nom, parce que le nom n'est pas bien indiqué, mais qui va pouvoir nous répondre. Il y avait deux personnes qui ont demandé, fait que je voulais voir avec Héloïse et avec Audrey si c'était possible de partager l'aide-mémoire pour l'accueil, puis le code de conduite que vous avez créé. Fait que si vous voulez, vous pouvez m'envoyer ça, puis au courant de la journée, je vais envoyer à tout le monde. Tout le monde va pouvoir avoir accès et à la présentation que j'ai faite, que vous avez fait et aux outils. Ça vous convient? Bien sûr. Bien sûr, puis j'ai vu que la présentation, c'était peut-être pas la mise à jour, la dernière mise à jour, donc je vais vous envoyer la présentation mise à jour. C'est peut-être nous qui s'est trompé tantôt là, quand que je te l'ai envoyé, mais je vais vous envoyer l'aide-mémoire et tout en même temps, sans problème. Ça va nous faire Parfait. plaisir. On rebricolera le document pour s'assurer que c'est le bon qui va être partagé avec les collègues. Donc, Delo 9406, Oui. je vous invite à vous présenter. Bonjour, Louis. Je sais pas pourquoi mon nom apparaît pas. Louis Deschamps, je suis le directeur de la santé physique et de la fluidité au CIS
de Lanaudière. Donc, je suis le responsable, là, comme cadre supérieur des deux installations, l'hôpital Lagardère et l'hôpital de Joliette. Puis je vais vous parler rapidement parce que je voulais quand même y assister, mais j'ai un conflit d'agenda. Là, fait qu'à 11h30, je vais devoir quitter. Très belle présentation en passant. On est tous un peu dans la même situation. Dans la Naudière, on est pris beaucoup avec des cas d'itinérance. La nuit dernière, au nord de la Naudière, on a eu une altercation assez violente entre deux itinérants, policiers présents, expulsion et compagnie. Là, ça a créé beaucoup de remous dans la salle d'urgence. Évidemment, c'est arrivé dans la salle d'urgence. On est en démarche, une grosse démarche organisationnelle, nous, avoir un comité de sécurité qu'on a en place avec la direction des ressources humaines, différents partenaires du réseau et également de l'hôpital pour vraiment mettre en place un comité de travail pour être capable de faire face aux différents enjeux dans lesquels on vit. J'ai vu que vous aviez développé dans mon langage à moi un genre de code de vie que je trouve fort intéressant. Là, ça fait longtemps que le personnel nous demande ça. Puis on le voit, là, j'ai œuvré pendant des années sur l'île de Montréal. On voit également qu'il y a des organisations là, qui sont en train de bien s'organiser avec, excusez mon expression, mais le fléau là, un peu des itinérants. On sait que Montréal, dans l'est de Montréal, Saint-Luc et compagnie, là, vivent ça de façon importante. Mais dans la Naudière, on le vit aussi. Là, fait que je voulais juste vous dire que ce que vous vivez, on le vit également. On est en train d'y travailler là, pour tenter de trouver des solutions. Fait que je trouve ça très intéressant, ce comité-là. Moi, c'est l'équipe de Nancy Pellerin avec Norman qui nous ont fait suivre cette rencontre-là. Moi, je vais m'assurer qu'il y a des gens de mon équipe, dont la coordonnatrice de l'urgence, qu'elle soit présente, là, parce que je pense qu'ensemble, en équipe, on sera capable de se partager différents bons coups pour y arriver. Fait que c'était la petite intervention que je voulais faire. Je vous remercie. Merci, Louis, d'être avec nous. Puis, je tiens juste à rappeler à l'ensemble des participants, l'ESCODI est là pour ça. Hein. Fait qu'il ne faut pas hésiter. Si vous avez des enjeux pour partir un comité, pour réfléchir, avoir quelqu'un de l'extérieur pour venir réfléchir avec vous, voir ce qu'il y a déjà, n'hésitez surtout pas à nous écrire là, à l'ESCODI pour qu'on puisse essayer de vous rencontrer, vous soutenir dans ça, vous mettre en lien avec d'autres collègues qui ont déjà vécu des situations auxquelles on a été mis au fait. Fait que plus qu'on est au fait de ce qui se passe, mieux on va être en capacité de pouvoir vous soutenir. Puis quand on entend vos besoins puis vos réalités, ça nous permet aussi à nous de développer des outils qui vont pouvoir être utiles pour l'ensemble des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Fait qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous faire un coucou. Merci, Louis, d'être avec nous. Puis vous êtes vraiment les bienvenus pour la suite des rencontres parce que les enjeux de dépendance et d'itinérance, on se le rappelle, c'est pas juste dans les équipes spécialisées que ça a lieu. Les gens vont partout et ça peut être de différents visages aussi. Donc, plus qu'on va collaborer, plus qu'on va défaire les silos entre les équipes, puis qu'on va apprendre à travailler ensemble, je pense que ça va juste aller au mieux pour les personnes qui viennent chercher des services. Fait n'hésitez surtout pas à nous interpeller aux besoins. Mais merci d'être avec nous, puis c'est à ça que ça sert, cette belle rencontre-là. Marie-Ève, tu voulais ajouter? On t'entend pas, Marie-Ève. Ah, Marie-Ève, elle a gelé. Fait que je vais passer à Louis-Philippe, puis elle pourra revenir par la suite. Allô, Louis-Philippe, si tu veux te Allô, tout présenter. le monde. Je suis Philippe Boucher, spécialiste en activité clinique dans la direction santé mentale et dépendance pour le CIS de la Montérégie-Ouest. Le Montérégie-Ouest, c'est surtout le secteur de Valleyfield là, et Châteauguay. On a deux gros hôpitaux. Nous aussi, on a parti un comité cette année là, justement avec les urgences, la direction des gardiens de sécurité, tout ça. On vit la même chose que dans la Nodière. Là. Puis on a fallu mettre en place un comité aussi avec des élus pour le secteur Châteauguay parce qu'il y a pas il y a pas du tout de halte chaleur dans ce secteur-là. Fait que, il y a des mouvements aussi avec au niveau politique, avec la ville, tout ça, présentement, pour que l'an prochain, au moins, il y ait une halte chaleur. Ça va aider. Et puis que j'ai beaucoup aimé la présentation, puis qu'est-ce que je ramène souvent aussi dans ces comités-là, c'est un peu qu'est-ce qui était nommé, c'est de pas, des personnes en situation d'itinérance sont déjà stigmatisées dans la société, pas besoin de nous, en tant que réseau, d'encore plus les stigmatiser. Fait que quand on fait des règlements, c'est faut que ce soit des règlements pour tout le monde. Et puis j'aime bien que c'est ça qui a été fait, c'est des règlements pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas juste des personnes en situation d'itinérance qui sont dérangeantes et qui causent du trouble dans les hôpitaux. Là. Euh, L'enjeu des hôpitaux, on est quand même, c'est ça avec les gardiens de sécurité, tout ça. On a des enjeux aussi dans les CLSC ou dans d'autres bâtisses
ou qu'on n'a pas de gardien de sécurité, puis là, on est obligé de faire de la sensibilisation parce que, un exemple, au CLSC, une dame qui va presque tous les jours, puis elle prend 1 heure dans la toilette pour se laver. Et là, ça dérange tout le monde. Mais, comme on leur explique, si nous, dans le réseau de la santé, on ne peut pas être tolérant, on est mieux d'arrêter de demander à tout le monde ailleurs d'être tolérant. Parce qu'on a un discours de faut être tolérant auprès des gens en situation d'itinérance et marginalité, mais quand nous-mêmes, les premiers, nous ne le sommes pas, on est un petit peu incohérent dans notre discours. Fait qu'on travaille ça aussi, on explique aux équipes, puis il y a beaucoup de sensibilisation, puis d'enlever des craintes, là. Euh, puis des fausses rumeurs aussi, là, qu'il y a tellement avec les réseaux sociaux des fausses rumeurs, il y a des faux événements qui sont arrivés, qui ne sont même pas arrivés en fin de compte. Fait que là, ça fait cause du stress. Fait qu'on est beaucoup, beaucoup là-dedans, là. Réconforter puis rassurer les employés. Merci, Louis-Philippe, pour ton intervention. Annie, Mm. qu'est-ce Alors, que ça te fait réfléchir, tout ça? ouais, ben, je vais m'inscrire dans la même lignée que Louis-Philippe. Tu sais, je trouvais ça vraiment bien, votre présentation, Héloïse et Audrey. C'est intéressant parce que vous avez comme bien organisé. OK, puis si je fais un retour, tu sais, la sécurité, il y a se sentir en sécurité et être en sécurité, puis c'est tout aussi important de travailler sur ces deux aspects-là. Puis des fois, je pense que quand on n'est pas auprès de la clientèle, puis que les intervenants, les intervenantes nous ramènent c'est pas sécuritaire, puis on le regarde objectivement, puis on dit, ben, tu sais, ils exagèrent, ou peut-être que... Mais s'ils ne se sentent pas en sécurité, on a tout autant à agir. Fait que je trouvais ça intéressant, vous l'avez vraiment campé dans votre présentation. Où j'avais des questionnements, c'était, vous avez fait un code de conduite ou un code de vie, là, je me souviens plus, je pense que vous dites code de vie. Comment est-ce que vous avez descendu son appropriation auprès des équipes? Parce que souvent, quand on arrive avec un outil, c'est bien parce qu'au moins ils savent où s'en aller, mais est-ce que des fois ça donne comme un petit peu plus de pouvoir et des gens qui avaient déjà du pouvoir dans la balance de l'intervention? Pour l'avoir déjà fait dans un établissement, j'avais trouvé très difficile quand j'arrivais auprès des équipes dans l'appropriation de voir de vouloir passer du 0 à 100% dans l'action. Donc, comment est-ce qu'il y a des gradations de moyens? Comment les outiller à premièrement rencontrer la personne qui dérange pour juste peut-être bien camper? Quel est le comportement qui dérange plutôt qu'elle et tout? Comment, deuxième avis, troisième avis, comment ils peuvent se mettre à deux pour se sentir en sécurité, mais avoir un ton bienveillant? Donc, tous les éléments de gradation de moyens avant de passer à l'éviction ou avant de passer à la tolérance zéro. Qu'est-ce qu'on tolère zéro? Certainement pas tout, certaines choses. Vous l'avez bien campé, hein, c'est les comportements. Donc, alors, je me demandais, avez-vous trouvé des trucs par rapport à ça? Parce que on est quand même dans des temps difficiles. Le personnel en général est quand même un peu fatigué, usé. La pandémie nous traîne encore. C'est difficile quelquefois pour eux de pas viser le risque zéro, hein. Puis le risque zéro, ça n'existe pas. Puis plus on va essayer de l'atteindre, mais plus on va enlever la vie à la vie, plus on va être en bris ou en lésion de droit pour certaines personnes. Alors j'ai un souci par rapport à ça. Oui, je pourrais peut-être répondre. En fait, quand on a développé le code de conduite et comportement attendu, ça découlait d'une note de service. Donc, chacun des gestionnaires devait s'approprier la note de service avec le code de conduite, devait aller le présenter dans les équipes. Ceux qui avaient besoin de soutien au niveau de notre soutien au niveau d'itinérance, on pouvait les accompagner auprès des équipes pour pouvoir bien expliquer le code de conduite, l'aide-mémoire. Puis aussi, qu'est-ce qui a été vraiment porteur, selon moi, c'est que quand on a déployé le code de conduite, on a eu des intervenants psychosociaux qui ont été présents à l'urgence pour accompagner autant le personnel de soins que les agents de sécurité dans la mise en place de ce code de conduite-là. Donc, je pense que ça l'a vraiment aidé qu'on soit là, qu'on leur explique c'est quoi le code de conduite, puis qu'on vive des situations réelles avec des personnes, avec des intervenants psychosociaux. Donc, je pense que ça l'a permis d'aider. C'est sûr qu'on l'a fait principalement à Saint-Jérôme, mais là, on va avoir un comité qui va s'étendre au Laurentide au complet, donc on va pouvoir faire la même démarche là, pour pouvoir aussi les autres centres hospitaliers aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Annie. Oui, mais je pense que c'est un travail sans relâche Sans pour relâche.
tout C'est à la fait. gra... Parce que c'est vite revenu à la norme si on ne Oui. l'applique pas puis on ne s'assure pas Ouais, que... puis des fois d'avoir écrit noir sur blanc qu'il doit y avoir une gradation de moyens avant d'arriver à l'agent de sécurité, ça peut être intéressant. Tout à fait. Je me réessaye, je m'excuse, j'ai gelé, donc je vous disais que je m'excusais pour mon retard. Je suis Marie-Ève Goyer, je suis la directrice scientifique de l'ESCODI. J'avais envie de prendre un pas de recul, juste poser plusieurs questions, en tout cas vous illustrer à quel point ces enjeux-là que vous avez levés sont pas mal toujours les mêmes, puis peut-être entendre d'autres régions, voir comment vous avez géré ça jusqu'à maintenant. Mais quand même dire d'entrée de jeu, merci pour votre excellente présentation. Ça fait très chaud au cœur de vous entendre. Euh, et donc, dire que on dirait vraiment, puis là, je serais curieuse là, que vous nous disiez, vous avez dit qu'il y a eu une baisse quand même de l'achalandage. Euh, Souvent, quand ça déborde dans les urgences, c'est une inadéquation avec les haltes chaleur. C'est pas mal tout le temps ça. Euh, Puis on dirait qu'à chaque année, on se fait prendre de court. Et que les mesures hivernales, on tombe toujours un petit peu en bas de notre chaise. Donc, comment on peut mieux s'arrimer? Parce que on finit toujours par réagir, ouvrir d'autres places, puis voir une baisse de l'achalandage dans les urgences. Donc, sachons-le maintenant à partir de maintenant. Tu sais, mais vous avez réussi à attacher ces fils-là avec la ville, dans les autres régions? Je serais curieuse de vous entendre. Est-ce que j'entends aussi de votre présentation que quelqu'un qui respecte le code de conduite, qui n'a pas de besoins médicaux, peut rester dans l'urgence? Et si oui, c'est quand même assez novateur parce qu'on voit vraiment beaucoup de fluctuations en ce genre-là. Et je veux juste mettre sur la table l'enjeu aussi de comment on gère ça médico-légalement. Parce qu'on ne voudrait pas se faire passer une crise cardiaque dans la salle d'attente, ça serait gênant aussi. Et ce qu'on voit, j'ai l'impression dans les enjeux, c'est que les usagers ont très vite capté que s'ils disent j'ai mal aux pieds, ils vont être mis comme P4, P5, puis ils vont passer le délai d'attente qui est très long dans nos urgences du Québec euh, dans la salle. Ils vont avoir un free pass pour rester dans la salle d'urgence. Donc, tout le monde comprend ça assez vite et finalement, ils se font appeler au matin puis ils quittent avant d'être vus par le médecin. Et là, ça entraîne plein d'enjeux d'achalandage des urgences, qu'on fait pas des bons chiffres puis des bonnes stats. Est-ce qu'on pourrait pas être explicite, puis dire si vous n'avez pas de besoins médicaux, puis ce que vous faites là, si vous n'avez pas de besoins médicaux, inscrivez-vous pas. Si vous venez juste ici pour avoir chaud et manger un sandwich, c'est bien correct, tant que vous respectez le code de conduite, pour éviter les inscriptions. Parce que ça fait plein de choses au niveau de Santé Québec puis du ministère de voir, bien, il y a donc bien de l'achalandage, il y a donc bien des grands utilisateurs des urgences, il y a donc bien des temps d'attente non respectés, puis dans le fond, on voit une fausse consultation à viser d'avoir la paix. Puis moi, médico-légalement, s'il y a quelqu'un qui a été pour lequel je suis demandée comme médecin, il y a quand même aussi je dois évaluer le risque, je dois évaluer cette personne-là. Fait que je serais curieuse de voir comment vous gérez ça. Puis, de nommer quand même aussi, là, je vois que la consommation est exclue, puis je comprends pourquoi, mais dans notre réseau, c'est toujours les consommateurs qui sont exclus partout. Sont aussi exclus des haltes chaleur, sont aussi exclus des refuges, sont aussi exclus et là, on se retrouve dans le fond, je veux juste qu'on se le dise, puis qu'on réfléchisse ensemble, à laisser nos plus précaires, nos grands consommateurs, souvent dans la plus grande précarité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis je comprends que c'est peut-être pas le rôle des urgences, mais il y a comme quelque chose qui est longitudinal avec ces gens-là. Puis en terminant, je veux quand même dire que ce que Karine a dit, l'ESCODI, on est là pour vous soutenir quand vous avez des comités. On va essayer aussi de prendre vos excellents outils puis de voir comment on peut les partager, peut-être même de faire un outil québécois, si c'est ça le besoin, puis c'est ça que vous nous dites. Puis je comprends que ça puisse être vécu comme un fléau, mais je veux juste dire que ce mot-là, ça me fait mal dans mon cœur et que l'objectif ici, c'est pas que ces personnes-là se sentent comme un fléau, parce que je peux vous dire que se sentent comme un fléau, puis qu'on sente collectivement qu'on a
responsabilité aussi de leur donner des services puis qu'ils se sentent bienvenus, même si c'est pas la meilleure place pour eux. Fait que je sentais quand même le besoin de vous le dire en toute transparence. Merci Marie-Ève, mais là, tu as mis plein de choses sur la table, une multitude de questionnements à nos collègues. Je ne sais pas, Louis-Philippe, si tu voulais répondre à ces questions-là, si tu voulais amener ailleurs, parce que si tu voulais amener ailleurs, je te garde. Si tu veux répondre à ça, je te donne la parole, mais j'aimerais ça qu'on réfléchisse à, ben, on fait quoi avec les gens qui se présentent et qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir un accès de soins dans nos urgences, mais qui sont là pour une urgence de se protéger puis prendre soin d'eux parce qu'ils ne peuvent pas rester à l'extérieur puis qui n'ont pas d'autres ressources ou qui ne connaissent pas d'autres ressources. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui consomment? Parce que s'ils ne sont pas bienvenus dans l'hôpital, dans nos aides de chaleur, dans nos refuges, il va falloir trouver une solution aussi pour ces personnes-là qui vivent cette réalité-là, qui sont aussi en très, très grande précarité. Fait que Louis-Philippe, tu voulais-tu faire du pouce sur ça? Puis, ben, c'est drôle parce que c'est vraiment là, je m'en allais dans mes questions, là, tout le niveau légal, là, parce que quand je suis dans les comités, je suis pas avocat, puis bon, tout ça, puis on a envoyé des questions contentieuses, mais les réponses reviennent assez flou, c'est la responsabilité populationnelle, puis en même temps que la gestionnaire de l'urgence qui, elle, se fait dire, ben, ton nombre de personnes rentrées versus qui ont sorti sans voir de médecin, ça fait que toutes les données aussi statistiques présentement créent une pression, puis je comprends, là, les gens ont cette pression-là. Fait que quand on vient pour discuter, plus comme bien sûr, mettons, qui consomment ou d'autres choses, c'est difficile parce qu'on est encore pris avec ce bout-là de statistiques puis de se faire taper sur les doigts. Fait que tout ce bout-là, ça prend 30 à 40% des comités, c'est par rapport à ça, là, présentement. C'est intéressant, Audrey a précise que les gens en consommation peuvent être à l'urgence, mais ils ne peuvent pas consommer dans l'urgence. Donc, c'est la Tout à personne fait. en état de consommation, suite à avoir sa consommation, peut être à l'urgence. On Est-ce qu'il y a les quelqu'un exclut pas d'autre qui pour a... ça. Oui, vas-y, excuse-moi, Audrey. On les exclut pas parce qu'ils sont en état de consommation, mais il y en a qui consommaient à l'intérieur. C'est ça qui est interdit dans le code de conduite et de comportement. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager qu'est-ce qui se passe dans son coin aussi? Comment vous le réfléchissez? C'est quoi vos réflexes? Comment qu'on fait pour prendre soin de tous ces gens-là malgré... C'est une question tough aussi, là, je vais l'avouer. Il n'y a comme pas de bonne réponse. On est tous pris dans ça à essayer de trouver des solutions. J'ai pas le nom. Bonjour, Colu 0900. Excusez-moi, j'ai des difficultés avec Zoom, je suis moins familière. Pas de souci. Dans le fond, je me présente, Lucie Cormier, je suis chef des programmes dépendance itinérance au CIS de la Côte-Nord. J'ai aimé là, l'intervention du directeur là, d'une région plus urbaine que la nôtre, mais sur la Côte-Nord aussi, on vit ces réalités-là. Et puis moi, je veux vous dire que hier, on avait une table régionale de concertation en itinérance et un type de la ville de Sept-Îles, le représentant, a félicité l'évolution puis le partenariat du travail qu'on a exécuté en sous-comité pour répondre à des enjeux liés à la présence de personnes en situation d'itinérance, oui, au milieu hospitalier, puis on a eu des situations dans des haltes d'autobus sur le terrain du centre hospitalier de Sept-Îles où on a fait des interventions intersectorielles pour vraiment voir comment qu'on pouvait travailler en concertation puis réduire les méfaits liés à ces situations-là. Puis ça a amené plein de belles collaborations, même avec la direction de santé publique pour faire l'installation de bacs de récupération de seringues. Donc, on a été au-delà pour travailler en concertation, au-delà du simple fait de se lancer la balle, mais travailler ensemble à construire quelque chose. Et puis, des échanges, on a vu l'évolution parce que ça, c'était une situation régionale à Sept-Îles. La semaine dernière, on a été interpellé par Port-Cartier qui vivait d'autres enjeux. Et
toute l'approche et la réceptivité étaient différentes, même par nos partenaires intra-réseau de la santé. Tu sais, nos gens des installations matérielles, de la sécurité, la coordonnatrice du territoire, tout le monde était beaucoup plus sensible aux besoins de l'usager qu'à la situation problématique, bien qu'elle ait été adressée quand même. Donc, moi, je trouvais ça beau, puis on a partagé les outils de l'ESCODI à notre personne responsable de la sécurité des installations. Ça a été bien reçu, un peu comme dans la présentation, on a fait de l'affichage sur nos ressources régionales, mais on a dépassé les salles d'attente parce qu'on a eu le phénomène des abribus. Donc, on a essayé de voir des endroits, même dans les villes ou dans les municipalités, que l'information pourrait être utile. Donc, puis tout ça, ça a vraiment été renchéri là, par les outils de l'ESCODI puis le travail qui a été fait. Donc, pour moi, c'est des succès. Puis, je suis à la même place que Dr Goyer en lien avec la préparation. Puis, tu sais, c'est des situations qui reviennent de façon récurrente en lien avec l'utilisation des haltes chaleur. Donc, toute la nécessité que dès le bilan annuel cette année, au mois d'avril, de déjà se mettre en mode proactif, puis de se dire comment qu'on orchestre notre prochaine saison hivernale, c'est quoi nos bons coups de l'année précédente versus qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'année à venir. Donc, c'est un petit clin d'œil Côte-Nord. Merci, Lucie, de nous avoir partagé ça. Puis bravo pour vos travaux. Je pense qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut garder le cap, puis encourager les gens à avoir une lecture différente là, de la situation de la personne qui est en détresse à quelque part quand elle vient dans ces services-là. Andréane, allô, si tu veux te présenter? Allô, Andréane Dion, chef de service en dépendance pour la Mauricie Centre du Québec. Super intéressant la présentation, très pertinent cette année. Les services en dépendance, itinérance, la direction santé mentale à la dépendance, on a été vraiment sollicités par les hôpitaux plus qu'à l'habituel sur justement comment intervenir, c'est quoi les comportements qu'on doit tolérer. On s'est même fait demander qu'est-ce que la bienveillance. Bref, on a vu qu'il y avait quand même du chemin à faire pour certains de nos hôpitaux. Puis, tu sais, il y a quand même plein de choses qui se sont faites, mais je voulais juste comme ajouter quelque chose qui n'avait pas été dit encore, qui a été fait dans notre région. La PDG ainsi que les directeurs de fluidité ont nommé une conseillère en itinérance. Donc, une conseillère régionale en itinérance qui est légitimée et mandatée de prendre action dans certaines situations. Donc, a les pouvoirs d'exiger et d'obliger certaines interventions pour le CIUS, donc qui est vraiment la personne de référence pour les hôpitaux, les CLSC, pour tout ce qui est situation en lien avec l'itinérance, et puis qui a aussi le mandat de former, coacher les agents de sécurité, de mettre en place des processus, des procédures. Donc, la dame qui a été nommée, c'est quelqu'un qui a une longue expérience en itinérance et en spécialiste en activité clinique régionale en itinérance. Donc, moi, je trouve intéressant aussi l'espèce de légitimer cette personne-là, d'exiger que, ben oui, qu'on garde une personne dans l'installation, qu'elle est responsable de faire des arrimages aussi avec le communautaire. Est-ce que vous avez pris le temps de lui proposer certaines ressources? Fait que je pense que, en tout cas, c'est un petit plus qui a été mis dans notre région, en plus du reste, là, des chaleurs, les concertations, etc. Super intéressant, Andréane. Puis je serais curieuse de voir tu sais, son mandat et si jamais tu peux nous le partager, là, je pense que ça pourrait aussi inspirer d'autres régions à avoir une surveillante de nos personnes en situation d'itinérance, puis s'assurer que l'ensemble du continuum du réseau de la santé assure la sécurité et la bienveillance auprès de ces personnes-là. Très, très intéressant. Donc, si tu peux nous le partager, on pourra le partager au reste des collègues là, qui sont avec nous aujourd'hui. Merci pour ce Parfait, partage. merci. Belle innovation. Anne-Sophie, si tu veux te présenter.
Allô, je m'appelle Anne-Sophie Temré-Carrière. Je suis médecin de famille, puis je travaille à Montréal dans la direction santé mentale et dépendance. Puis c'est ça, je voulais rebondir sur la pertinente question d'Annie dans le chat. Tu sais, comment on fait à l'urgence pour garder des cibles de performance quand il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils s'inscrivent dans des P4, P5 pour pouvoir être au chaud. Tu sais, puis je voulais partager ce que les urgentologues de Notre-Dame avaient décidé de faire. Donc eux, il voit tout le monde systématiquement. Puis quand la personne est jugée comme médicalement congédiable, il y a l'autre couche de réflexion qui est est-ce qu'elle est météorologiquement congédiable autant qu'il fasse chaud ou froid? Puis là, si la réponse est non, ben elle a le droit de rester à l'urgence, mais là, c'est dans une autre salle. Puis là, on va changer son bracelet d'hôpital. On veut encore qu'elle soit identifiée, cette personne-là. S'il lui arrive quelque chose, elle est encore sous la responsabilité de l'urgence, mais là, c'est un bracelet qui indique que la personne a été triée puis congédiée médicalement, mais qu'elle peut demeurer pour des raisons là, tu sais, sociales. Puis c'est là que là, on va s'assurer qu'elle ait un sandwich, puis qu'on réponde à d'autres besoins différents. C'est hautement imparfait, puis ça fonctionne pas à 100 000 mais je trouvais quand même l'idée intéressante. Puis, tu sais, Dr. Gay disait, ben, je veux pas qu'on manque une crise cardiaque dans la salle d'attente, mais ça répond aussi à ce besoin-là. Puis, je voulais partager une situation que j'ai vécue pas dans une salle d'attente d'urgence, mais dans une salle d'attente de clinique, dans un CLSC lundi, là, une clinique qui dessert des gens en situation d'itinérance. Puis, il y a un monsieur, moi j'ai tout entendu à travers deux portes, là, tellement ça criait fort, là. Super désorganisé dans la salle d'attente, agitation physique, mentale. On comprend pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi il est dans notre salle d'attente, il est en attente d'un rendez-vous pour qui. Fait que c'est notre agente administrative qui part un peu en mission là, de trouver la bonne personne pour répondre aux besoins de ce patient-là. Puis là, moi, je vois que ma propre patiente, femme trans, qui vient pour une évaluation d'état de choc post-traumatique est d'avance, puis elle est aussi dans la salle d'attente. Puis je me dis, oh my God, elle doit capoter ben raide. Moi, je suis pas prête à la voir, mais je me dis, elle va s'en aller, tu sais, ça va pas marcher. Fait que là, je m'en vais la chercher, je la mets dans un autre bureau. Mais tout ça pour dire que ça demande comme beaucoup de petits jus de cerveau, là, puis de métaconscience sur... Moi, j'étais avec un autre patient, puis là, j'analyse ça à l'oreille de mon bureau, puis c'est comme... C'est la responsabilité de qui, tu sais, je trouve ça super difficile. Il y a beaucoup de confusion des rôles, puis l'agente administrative qui fait la gestion de la salle d'attente, je trouve qu'elle a bien priorisé. Là, la priorité, c'était de s'occuper du monsieur, mais il se passe comme tellement d'autres affaires, puis c'est tellement facile de prendre le téléphone puis d'appeler le gardien de sécurité pour que lui il vienne gérer ça pendant que moi, je continue à rouler ma clinique. Puis ça revient au point d'Annie qui disait, es-tu en sécurité, ma patiente, ou est-ce qu'elle se sent en sécurité? Puis là, clairement, elle se sentait pas en sécurité. Je sais pas s'il y avait un vrai danger, mais je sais pas si comme gestionnaire ou équipe, on se le dit explicitement, c'est le rôle de qui d'avoir cette tâche-là. Puis je trouve ça diffus, puis c'est un grand défi, je trouve. Fait que si vous avez des solutions, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Vas-y, Annie, rebondis. Ouais, je suis toujours fascinée comment le terrain, peu importe ce qui va descendre du ministère ou Santé Québec, le terrain va s'adapter et trouver un moyen de contourner. Fait que j'aime beaucoup, Anne-Sophie, ce que tu disais pour la question de changer le bracelet, changer le statut, mais toujours permettre à la personne de rester. Puis, tu sais, je pense que c'est probablement la meilleure chose, mais il y a une portion de moi qui se disait, oui, mais si on avait un code pour ce genre de clientèle-là, on pourrait en plus suivre l'évolution puis voir le besoin criant de répondre à ce besoin-là, alors que là, on l'occulte. Alors, tu sais, faute d'avoir un code. Puis ma question était un peu ça, qui est-ce qu'on peut aller influencer pour dire on ajoute un code qui, tu sais, c'est très simple d'ajouter une cible là, quelque part. Mais bon, c'est la première chose. Puis la deuxième affaire qui résonnait beaucoup, c'était la notion de responsabilité, hein, puis je pense qu'on oublie que la sécurité, ça a toujours été, ce sera toujours une responsabilité de tout le monde. Donc, tu sais, je peux pas me mettre en sécurité seule dans une société. Il faut que la société fasse sa part, puis il faut que mon voisin fasse sa part. Puis pour que ça se passe, il faut qu'il y ait des politiques ou des organisations, des règles. Donc, tu sais, ce qui est le fun du CIS des Laurentides dans leur présentation, c'est qu'ils ont campé plusieurs des responsabilités, puis ils ont mis ce qui était campable ou objectivable ou que tu peux mettre en noir sur blanc. Mais au-delà de ça, il va toujours rester le réflexe que tu expliques
d'entendre, de toujours être à l'affût de ce qui se passe autour de moi. Puis je pense que des fois, comme intervenant, intervenante, soignant, appelons-le comme vous voulez, je pense qu'on oublie, puis on est débordé, on court, mais on oublie qu'on est dans un milieu où il y aura toujours des risques, peu importe. Puis on doit être continuellement à l'affût, puis avoir nos outils, puis être outillé pour réagir. Donc, comment ramener ça aussi à tout un chacun de se dire, ben, on a tous une part de responsabilité là-dedans, puis ne serait-ce que si on n'a pas agi sur le coup, de faire un retour par la suite, puis de voir si on peut mettre en place quelque chose. Mais on aura beau multiplier et rajouter des couches de règles et d'organisation, ça va rester un milieu improbable, le milieu de l'intervention, puis on doit être à l'affût. Donc, Merci beaucoup tout le monde de ces échanges-là. C'est super riche. Puis, tu sais, je réfléchissais à Annie en t'écoutant, puis Anne-Sophie, puis je me disais, mais peut-être qu'on pourrait avoir des codes de performance, de belles performances quand on prend soin des personnes qui viennent, qui sont en situation d'itinérance, puis que ça n'ait pas l'air d'une personne qui prend une chaise de trop, mais que ça ait l'air d'une chaise qui est bien occupée, puis que nous, comme réseau, on y répond bien, on se campe bien comme équipe, puis on met une trajectoire pour cette personne-là par la suite, puis que ça soit pas vu comme une personne de trop, mais une personne qui est bien reçue, puis qu'on reconnaît que des services ont été offerts à cette personne-là. Je pense que ça mettrait en lumière l'ensemble des efforts qu'on fait. Stéphane, si tu veux te présenter, je te laisserai une dernière intervention. Oui, Stéphane Desjardins, en fait, je suis chef de programme à la direction santé mentale dépendance. J'ai sous ma responsabilité l'équipe itinérance, les équipes en dépendance et les équipes mixtes d'intervention. Donc, ça me permet quand même d'avoir une belle trajectoire. Dans la dernière année, on a réussi, je pense, à mettre en place là, des comités opérationnels autant avec les services de la ville, policiers, les organismes communautaires et les co-chefs au niveau de l'urgence. Puis j'écoutais parler, puis on est à peu près à la même place. Là. Tu sais, Louis parlait d'une situation tantôt. On était rendu là. Fait que donner un pas d'avance, là, votre protocole là, tu sais, à afficher, on était rendu là, puis effectivement, pour l'ensemble des personnes. Nous, l'organisation est quand même est bien organisée pour la période estivale, mais où on a des difficultés, ben, c'est nos grands chroniques. Là. Tu sais, il manque jamais de place à halte chaleur, mais les grands chroniques qui sont réfractaires au service, autant en dépendance que pour le reste, qui, à certains moments, à cause de leur comportement, mais ils peuvent avoir une période, tu sais, l'organisme communautaire qui est la halte chaleur, ben, s'il y a eu des comportements, tu sais, il y a eu des feux dans une poubelle, il y a eu de l'intimidation d'intervenants, ben, des fois, vont mentionner qu'ils prennent une pause, là, tu sais, tu as besoin de réfléchir notamment peut-être 2 semaines, là, tu sais, pour pouvoir revenir, puis tu reviendras dans 2 semaines, mais pour l'instant, il faut qu'on prenne une pause là, parce que tu déstabilises l'ensemble de la ressource. Mais ces grands chroniques-là, c'est eux qui, année après année, tu sais, c'est les mêmes noms. Là. On n'a pas affaire à un roulement, nous, ou une augmentation des personnes en situation d'itinérance qui utilisent l'urgence. Mais ces grands chroniques-là, qu'on a de la difficulté à raccrocher. Il y en a même un cette année qu'on avait réussi à ouvrir les portes d'une Aérie Sapa. Ça faisait au-dessus de 25 ans qu'il était à la rue, mais après 2 mois, ça a été trop difficile pour lui. Il est retourné là, à la rue, mais c'est là où je trouve qu'on a de la difficulté puis qu'on aurait besoin là, essayer de développer des outils ou des idées là, pour ces grands réfractaires là, qui finissent à revenir. Mais j'ai le goût de dire rapidement, Monsieur Desjardins, n'hésitez pas à les amener ici aussi, ces cas de figure-là, parce que tout le monde les a. Et c'est à ça que ça sert, entre autres, là, ces rencontres-ci. On peut aussi, là, à l'Escodie, on va souvent faire des rencontres individuelles pour des gens qui ont besoin de dénouer des nœuds spécifiques, mais on se rend compte que tout le monde partage ces mêmes enjeux-là. Fait que peut-être que c'est même mieux de les envoyer ici parce qu'on fait d'une pierre plusieurs coups, là, comme vous venez de voir aujourd'hui. En tout cas, c'est très bienvenu. Donc, si ça vous tente, vous êtes bienvenus pour nous le présenter la prochaine fois sans problème. Donc, c'est ce qui close notre heure d'échange qu'on a ensemble pour le volet organisationnel à l'Escodie. Merci à toutes et chacun d'avoir été là, d'avoir partagé ce qui se passe. Je tiens à vous remercier aussi autant
et aux réflexions que vous avez pour prendre soin des personnes qui sont en très grande précarité au Québec, qui est en nombre augmentant. Bravo de faire le travail que vous faites, puis de soutenir vos équipes. Faut pas arrêter de le faire. Ces personnes-là ont besoin de nous, ont besoin de vous. Donc, continuons à réfléchir. Je vous rappelle de remplir le petit formulaire afin de nous aider à préparer la prochaine rencontre. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour dire, ben moi, j'aimerais ça qu'on discute de tel enjeu dans une rencontre à venir. L'idée, c'est vraiment que cet espace-là soit le vôtre, qu'on puisse vous donner cet espace-là, puis qu'entre pairs, on puisse réfléchir et échanger ensemble. Donc, bravo tout le monde. On traverse encore l'hiver. Il faut continuer à prendre soin des gens, puis prendre soin des gens qui travaillent pour prendre soin des gens. Donc, bravo à vous tous pour les efforts que vous faites. Prenez soin de vous. Puis la prochaine rencontre, si je ne me trompe pas, c'est le 15 avril. Donc, on va vous envoyer l'entrée d'agenda sous peu. On espère vous revoir avec nous. Il va faire un petit peu plus chaud. On va être à préparer notre été. Donc, voilà. Merci Héloïse. Merci Audrey. Merci Annie. Merci Marie-Ève. Merci tout le monde. À bientôt. Passez une belle journée.